Après, dans la plupart des autres classes, ils appellent ça espace hilbertien pour une raison qui me donnerait. Donc là, aujourd'hui, on va faire a priori la première partie sur 3. Donc, même chose. Alors, cette fois-ci, je pense que je ne vous donnerai pas tout de suite le diapo, parce que de toute façon, il n'est pas terminé. Sur la fin du chapitre, j'ai pas fini. Donc, prenez bien les notes, parce que je vous donnerai peut-être que la semaine prochaine ou fin de semaine, c'est possible. Ce qui veut dire qu'il faut me dire si je vais trop vite et il faut me dire s'il faut que je prenne mon temps. Donc, je vais commencer. Donc, les espaces euclidiens, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, l'idée c'est de faire ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire généraliser ce qu'on connaît en géométrie d'un point de vue plus abstrait avec les espaces vectoriels. Sauf que ici, ce qu'on va généraliser, c'est la notion de produit scalaire. Donc, en plus d'avoir une structure d'espace vectoriel, on va rajouter un truc qui est le calcul du produit scalaire sur des choses qui sont les éléments d'un espace vectoriel en général. Et en particulier, ce qu'on essaiera de généraliser, c'est la notion d'orthogonalité. C'est-à-dire que maintenant, on verra comment on peut définir des sous-espaces vectoriels qui sont orthogonaux entre eux, et des choses comme ça. Et en fait, ça a pas mal d'applications, même sur des choses plus abstraites comme des matrices ou des polynômes, on peut définir ce genre de choses. Donc, ce que je vais définir aujourd'hui, c'est plutôt la partie produit scalaire. Donc, on va définir ce que c'est qu'un produit scalaire sur un espace vectoriel en général. Donc, le plan, il s'affiche pas, c'est pas grave. Donc, au départ, on va définir ce que c'est qu'un produit scalaire sur un espace vectoriel. Alors, par rapport aux autres chapitres, cette fois-ci, c'est R. Et on restera tout le temps sur R, parce que, en fait, vous verrez après, mais si on est en complexe, on est embêté, puisqu'il n'y a pas de positif et négatif en complexe. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. Donc, nous, on verra que la partie est définir sur un espace vectoriel réel. On pourrait faire des choses après, mais c'est plus compliqué sur ça. Donc après, ce qu'on appelle un produit scalaire, c'est une application, donc, comme ça. Alors, c'est noté, vous voyez, avec des, en fait, c'est des crochets, ou des, ça dépend des plusieurs notations possibles. Donc il y a 2 points qui indiquent les positions où vont être les éléments. Donc c'est pour ça que ça part de E au carré. On prendra 2 vecteurs de l'espace vectoriel E. On va appliquer ce machin-là. Et le résultat, ce sera un réel. Donc ça prend 2 éléments et ça donne un réel. Et ça doit vérifier des propriétés. Donc en fait, on généralise les propriétés qu'on a définies sur le produit scalaire dans R2 ou dans R3. Donc on essaie de copier les propriétés. Je ne sais pas si vous vous le rappelez, mais on va les retrouver. Donc, en particulier, ça doit être symétrique. Ça veut dire que si j'ai x scalaire y, ça doit faire la même chose que y égale x. Ça, c'est pour le produit scalaire visuel, c'est évident. Ça doit être bilinéaire. Donc ça veut dire que ça doit être linéaire à gauche. Donc linéaire à gauche, ça veut dire ça. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu pour les applications linéaires. Vous voyez, on doit avoir, si je mets un lambda x plus y, ça se transforme en lambda fois x dans le premier produit scalaire, avec toujours le même vecteur en deuxième, le z, qui se retrouve ici. Et puis, donc le plus y, qui va se retrouver tout seul dans un deuxième produit scalaire avec z. Donc c'est une propriété qu'il y a déjà, et j'ai oublié d'ailleurs, mais même le lambda, il faut qu'il puisse sortir un peu. Voilà. Ici, on le voit. Ça doit pouvoir sortir aussi. Donc là, le lambda aussi, vous pouvez le mettre devant, puisque de la même façon que pour la linéarité que j'ai écrite ici, le lambda pourra sortir. Donc la linéarité, vous voyez qu'elle est à gauche, elle est à droite. En fait, par symétrie, il suffit d'avoir l'une des deux. Je pense que je l'ai écrit après, mais si vous avez l'une des deux propriétés, l'autre en découle par la symétrie. Donc ça, c'est la bilinéarité. Et la troisième chose, c'est la positivité. Ça, c'est assez simple. On veut que si on prend 2 vecteurs x, enfin 2 fois le même vecteur x, alors le produit scalaire de x et de x, c'est positif. Ce qui existe aussi pour le produit scalaire classique dans R2 ou R3. Et enfin, ce qu'on appelle le caractère défini. Et très souvent, vous verrez peut-être ça si vous cherchez dans des bouquins, on regroupe les deux. Là, les 2 derniers points, on dit défini positif en général pour un produit scalaire. Donc le caractère défini, c'est dire que si jamais vous avez le produit scalaire qui est nul, alors ça veut dire que U est égal à 0. C'est un si et seulement si. L'un des deux sens est à peu près évident. Le sens si U est égal à 0, alors U scalaire U est égal à 0. Ça vient de la linéarité, puisque si lambda est égal à 0, ça doit faire lambda fois le produit scalaire, donc ça fera 0.
Par contre, il faut que si jamais j'ai 0 avec le produit scalaire, ça m'implique forcément que le vecteur. Donc là, c'est vraiment faire du copier-coller de ce qu'on a sur le produit scalaire dans R2 et dans R3. Et puis on essaye de voir si avec cette notion-là, sur un espace vectoriel quelconque, on arrive à quelque chose. C'est bon, je peux passer? Donc je passe au suivant. Donc quelques remarques, ce que je disais tout à l'heure, là au niveau notation, ça dépend, vous en trouverez plein de différentes potentiellement. Les plus courantes, c'est celle-ci, donc moi j'ai utilisé dans le cours des strictement inférieurs, strictement supérieurs, comme ça autour, des crochets. On peut aussi mettre des parenthèses, on peut mettre juste un point, les notations sont variées. Ça c'est toujours, en tout cas ce qui ne changera pas, c'est qu'il y a toujours deux éléments. En fait, on prend du scalaire, et que le résultat est un scalaire. Une fois qu'on a montré la symétrie, ce que je disais tout à l'heure, quand on a montré la linéarité à gauche, j'ai encore oublié de sortir la lambda, alors forcément on a la linéarité à droite par symétrie. Donc ça veut dire que quand on démontrera que quelque chose est un produit scalaire, en général on ne fera pas l'un des deux à gauche ou à droite pour la linéarité, on ne le fera pas, puisque ce sera donné par la symétrie qu'on aura fait juste avant. Ça gagne un peu de temps. Plus de temps pour ça. Qui fait du bruit, je sais pas qui. Alors, suivant, peut-être. Donc, des exemples. En arrière, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Merci. C'est bon? Alors. Je te dirais bien de regarder sur ton voisin. Mais... Ah, c'est bon. Alors, donc ce que je disais, maintenant, nous, on avait les produits scalaires usuels sur R2 et sur R3. Bon, on peut faire un exemple en étendant sur Rn quelconque. Ça paraît très compliqué. Hein. Si j'ai deux vecteurs x1, xn et y1, yn, alors je peux définir le produit scalaire entre x et y. Simplement en faisant exactement la même formule que ce qu'on fait d'habitude. Donc on fait la somme de xi fois y. Et ça nous donne ça un réel, puisqu'on est sur un espace vectoriel réel ici. Donc tout est en réel. Et ça définit un produit scalaire. Hein. C'est assez facile de vérifier toutes les propriétés. La symétrie, c'est évident, vous voyez. Le fait linéaire à gauche, linéaire à droite, puisqu'on connaît les opérations classiques sur la somme, ça va marcher tout seul aussi. Le caractère défini, peut-être c'est la seule propriété, mais elle est aussi assez claire. Si vous remplacez y par x, ça va faire la somme des xi fois xi. Donc c'est la somme des xi au carré. Et si ça c'est égal à 0, on n'a pas trop le choix. Une somme de carré ne peut être égale à 0 que si chacun des termes est égal à 0. Donc ça va marcher aussi. Pour la positivité, comme c'est une somme de carré, c'est tout. Donc ça, c'est un produit scalaire pour lequel les propriétés sont évidentes, mais il apparaît quand même régulièrement dans les exercices. Rien que lui, déjà, on peut faire pas mal de choses avec, puisque ça permet de généraliser sur Rn quelconque ce qu'on a vu sur R2 et R3. D'accord. Ça, c'est vraiment le premier exemple, il faut quand même l'avoir en tête. Je passe. Ah bah, je passe pas encore. Ah oui, il a un nom quand même. Donc on l'appelle le produit scalaire canonique sur Rn. Donc on verra, enfin on va pas le démontrer, mais je vous dirai que la plupart des produits scalaires sur Rn, ils ressemblent quand même pas mal à ça. Il y a des variations, puisqu'on a le droit de mettre des coefficients un peu, mais essentiellement on a un petit peu de chance. Alors. Donc maintenant je fais un exemple plus compliqué, enfin, en tout cas plus original par rapport à ce que vous connaissez. Si je prends l'espace E, donc là le C c'est pour dire fonction continue. On va lui mettre un puissance 0, ça aurait été plus clair peut-être. Donc c'est les fonctions continues qui vont de 0 à 1 dans F, donc toutes les fonctions comme ça. Ça forme un espace vectoriel, comme on l'a vu. Et on prend deux éléments fg et on définit ce que c'est qu'un produit scalaire. On va en définir un particulier. On le définit comme ça. Donc il y a plein de produits scalaires qui sont définis avec des intégrales comme ça. Donc vous faites l'intégrale du produit des deux fonctions. Là j'ai pris la version la plus simple, c'est-à-dire qu'on prend que les deux fonctions. Des fois on rajoute une fonction particulière qu'on met en plus dans l'intégrale. Et puis après j'ai pris sur 0,1, on aurait le droit de prendre n'importe quel espace vectoriel sur n'importe quel intervalle essentiellement. Ça ne changerait pas grand-chose. Donc on est défini comme ça un produit scalaire. Alors on peut vérifier que ça marche
pour chacune des propriétés. Donc si j'ai fixé f et g, qui sont des fonctions continues sur 0, 1, déjà comme elles sont continues, j'ai le droit de calculer les intégrales, puisque l'intégrale est bien définie pour les fonctions continues. La symétrie, c'est assez évident, on a l'intégrale de 0 à 1 du produit f fois g qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de g fois f. La symétrie est immédiate. Ce sera quasiment tout le temps le cas. La symétrie, en général, c'est le plus simple à démontrer. La binarité, si je prends des éléments en plus, ici, donc vous remplacez, quand vous faites le produit scalaire, à l'intérieur d'intégrale, vous récupérez le produit scalaire avec ça, un peu plus ici. Et puis, comme l'intégrale est linéaire, en fait, c'est ça qui va servir pour tous ces produits scalaires comme ça. Ce qui sert, c'est la linéarité de l'intégrale. J'ai le droit de sortir le lambda ici et de développer. Donc, je me retrouve avec lambda fois l'intégrale de f fois h plus l'intégrale de g fois h. Ça, évidemment, ça va me redonner le produit scalaire lambda fois le produit scalaire de f par h ici. Et dans le deuxième terme, ça va me faire le produit scalaire de g par h. Donc ça va montrer la linéarité à gauche pour ce produit scalaire. On peut passer au suivant ? Non. Non. Ok, allez, prenez votre temps. Donc je disais, éventuellement, on rajoute des fois une troisième fonction dans l'intégrale. Bon, il y a plein d'exos comme ça. Sur 0,1, on a le droit de mettre un peu n'importe quoi de continu en plus. Il faut juste qu'elle soit positive si on veut que ça marche. Benjamin, tu me dis quand c'est bon. Je sais pas, on va retarder. Je t'ai dit c'est bon ? Non, je sais Moi, c'est pas encore bon non plus. Ok. Et moi non plus. Ok. Dites-moi si vous êtes à la dernière ligne, ça me fera plaisir. Tiens, bonjour Manceau. Alors, c'est bon ? Moi, c'est bon. Après les autres, je sais pas. Ouais, ils disent pas. Moi, je suis à tanière intégrale. Bon, ça va être bon. C'est bon. Ok. Vraiment, c'est bon ? Oui. Okay. Alors, donc la binarité, là, vous voyez, c'est la suite de ce que j'ai écrit là. Je remplace les intégrales par des produits scalaires, on trouve ce qu'il faut. Donc on a la linéarité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai la linéarité à gauche ici, par symétrie, je vais avoir également la linéarité à droite. Donc là, j'ai démontré pour l'instant les deux premiers points de la définition d'un produit scalaire. Il me reste à vérifier les autres. Donc, il y en a un qui est assez clair, la positivité. Si on fait l'intégrale de f, enfin, produit scalaire de f avec f, ça fait l'intégrale du carré de f. Ça, c'est positif par positivité de l'intégrale. Donc, vous voyez qu'on retrouve pas mal des propriétés classiques de l'intégrale pour démontrer ces propriétés-là à chaque fois. Donc là, c'est juste dire que l'intégrale d'une fonction carrée continue, enfin, même le continu, là, il sert à positivité. Donc ça va. Et puis le caractère défini, c'est un grand classique, donc il faut savoir l'expliquer. Si on suppose, parce que le caractère défini, il faut supposer que l'intégrale, que le produit scalaire de f par f fait 0, et en déduire que f est forcément nul. Donc là, on suppose que le produit scalaire de f par f est nul, ce qu'on a ici. Ça, on traduit ça en intégrale, ça veut dire que l'intégrale de 0 à 1 du carré de f est égal à 0. Et là, on utilise un théorème. Si on a une fonction qui est continue sur 0,1, positive, et que son intégrale est nulle, on a vu un théorème quand on fait l'intégration qui dit que cette fonction est forcément nulle. Donc c'est un théorème, c'est pas rien. Il va falloir l'utiliser quasiment à chaque fois pour en montrer. Donc nous, ce sera souvent avec des polynômes en fait. Et donc ça démontre que on a l'implication produit scalaire de f égale à 0 qui implique f égale à 0. Or ça, eh bien, c'est le sens intéressant de l'équivalence que j'avais mis dans la définition, puisque l'autre sens, il est déjà donné par la linéarité. Donc ça démontre bien que le produit scalaire que j'ai défini comme l'intégrale de f fois g, là, ça définit un produit scalaire sur 0. Donc c'est un exemple.
Un exemple qu'on verra plus souvent, on le verra plutôt avec des polynômes comme je l'ai dit. Parce que ce qui change dans un espace euclidien, normalement, ça va être dit après, c'est que les espaces vectoriels, on n'a pas le droit à n'importe quoi. En particulier, on devra apprendre des choses qui sont de dimension finie. Or, les fonctions continues, c'est de dimension finie. C'est pour ça que cet exemple-là, on le verra plus trop par la suite, on le verra sous la même forme, mais avec des polynômes plutôt. Puisqu'en prenant des polynômes de degré borné, on récupère quelque chose de dimension finie. Mais ça veut dire que la démonstration, elle sera un petit peu la même, mais f sera un polynôme, en général. D'accord, pas de questions là-dessus. Je pense que c'est pas très très compliqué ces trucs-là pour l'instant. Je passe pas. Je passe. Monsieur ? Oui. Je comprends pas bien. Là, on a réussi à avoir quelques propriétés pour le polyscalaire. Par contre, je comprends pas en quoi ça va nous aider pour avoir l'orthogonalité, ce genre de choses. Alors pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste généralisé une définition. On n'a même pas de propriété, tu vois, c'est juste qu'on vérifie des choses et qu'on appelle ça un produit scalaire. Après, ce qu'on va dire bêtement, c'est qu'on va dire que, par exemple, là, deux fonctions, on va dire qu'elles sont orthogonales si, en copiant la définition qu'on a dans le plan ou dans l'espace, leur produit scalaire est égal à 0. Mais comment on sait justement qu'en ayant défini comme ça, on aura cette propriété ? On peut toujours la définir, en tout cas. C'est-à-dire que puisqu'on a posé une définition, on peut dire à partir de cette définition, je définis l'orthogonalité et je dis que ça marche si mon produit scalaire est égal à 0. La question, c'est est-ce qu'on va retrouver plus tard, grâce à cette définition, des choses qu'on connaît dans le plan et dans l'espace avec l'orthogonalité classique. Ça, a priori, c'est pas évident que si je pose mes fonctions f et g sont orthogonales si l'intégrale de f fois g est égale à 0, ça m'apporte quelque chose d'intéressant. Ça, c'est sûr qu'a priori, c'est pas clair. Mais en fait, on va démontrer après que tous les théorèmes qu'on connaît sur l'orthogonalité dans le plan et dans l'espace, ils vont pouvoir s'appliquer même avec des fonctions. Et ça veut dire que tous les résultats classiques, on va pouvoir les appliquer et démontrer des résultats comme ça plus géniaux. Et c'est vraiment utile. Par exemple, une des applications, c'est le théorème spectral. On verra ça là. Et pour l'instant, effectivement, c'est juste en train d'essayer de généraliser les notions. C'est tout. D'accord ? Ok. Donc je passe au suivant, là, je pense que c'est bon. Donc, ce que je disais un petit peu auparavant, les exemples que j'ai donnés, c'est vraiment les exemples de base. On peut les généraliser un peu. Donc, le premier exemple que j'ai donné, qui était le produit scalaire canonique, en gros, je peux mettre n'importe quel coefficient alpha i à chaque fois. Là, c'est pas une virgule, c'est un fois. À chaque fois, si alpha i est strictement positif, ça va me définir un produit scalaire. J'ai pas le droit à alpha i égale à 0, sinon le caractère défini ne sera pas vérifié. C'est important que ce soit strictement positif ici. Et je peux généraliser l'autre exemple en mettant une fonction a ici en plus, ce que je disais. Il faudra qu'elle vérifie quelques petites choses. En particulier, il faudra qu'elle soit continue, positive, et qu'elle s'annule un petit peu comme le fait que ici ce soit non nul. Elle aura le droit de s'annuler éventuellement, mais qu'en un point, pas sur un intervalle, sinon on aura à nouveau perdu le caractère défini. Sur un point, ça peut arriver, c'est pas forcément gênant. Donc ça se généralise. Nous, comme ce sera plutôt en dimension finie, comme je disais, ça va être soit des variations de ce type-là sur Rn, soit de ce type-là, mais avec des polynômes. Donc ça peut être l'intégrale de un polynôme fois exponentielle moins x. Quoi. Ça. Et puis il faut que l'intégrale soit bien définie, évidemment, puisqu'on pourra aussi définir avec des intégrales généralisées. Donc en gros, ça va être ça. Après, on va voir aussi qu'il y aura des histoires de matrices qui vont apparaître. Potentiellement, derrière ces choses-là, on peut faire des choses un petit peu plus compliquées avec des matrices. Donc ça, c'est juste pour dire à quoi on pourra s'attendre. Pour l'instant, ça n'en dit pas plus. Ça veut dire quoi qu'il ne s'annule qu'isolément? Alors ça veut dire que tu as le droit de t'annuler en un point, tu n'as pas le droit de t'annuler sur un intervalle. D'accord. Parce que, en gros, comme tu fais le produit, là, il faut que tu expliques que f est non nul. Et une fonction est nulle si elle est nulle partout. En gros, elle va s'annuler sur un intervalle. Et c'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas qu'il y ait un intervalle sur lequel c'est. C'est bon ? Maintenant, on va vraiment définir ce que c'est qu'un espace euclidien. Il y a plein de trucs d'un coup.
Donc un espace euclidien, comme je disais, c'est un espace vectoriel de dimension finie, ici. Ça, c'est important dans la définition. Sur R pour nous, et il est muni d'un produit scalaire. Donc c'est juste ça la définition. Vous prenez n'importe quel espace vectoriel, donc on connaît bien, une matrice, tout ce que vous voulez. Après, s'il est muni d'un produit scalaire, on l'appelle espace euclidien. Il n'y a rien de plus. Donc quelques exemples. Les Rn muni du produit scalaire canonique, ça fait un espace euclidien. Par contre, le deuxième exemple, comme je disais, celui que j'ai pris avec l'intégrale des fonctions continues, ça ne fait pas un espace euclidien, puisque la dimension ici n'est pas finie. Pour les fonctions continues, on peut démontrer que c'est de dimension infinie. Donc là, c'est ce que j'ai mis, et c'est pas de dimension finie. Peut-être que vous savez le montrer. Je pose la question. Est-ce que vous sauriez démontrer que c'est pas un espace de dimension finie, l'espace des fonctions continues? Non. C'est démontrer que l'espace vectoriel des fonctions continues sur 0,1 à valeur de 1 n'est pas de dimension finie. Comment ça se fait? Personne ne sait. Pas de problème. Oups, là, je lance toi, tu peux. Ouais, excusez-moi. On fait pas ça avec les limites de la fonction? Alors, pas les limites, je pense pas. Non, parce que quand tu dis de la fonction, t'en prends qu'une, c'est ça? C'est quand... Non, j'en prends plusieurs, je crois, et après quand vous montrez la... Ouais, ok, du coup, je vois ce que tu veux dire. En fait, ouais, il faut construire une famille infinie de fonctions qui forment une famille libre. Et là, c'est ce qu'on avait fait, je pense que c'est ce que tu veux dire. Si on prend la famille des exponentielles moins nx, par exemple, ça fait une famille libre, tout n. Donc ça permet de construire des familles de cardinal aussi grands qu'on veut et qui soient libres. Et une façon de montrer qu'elles sont libres, c'est de regarder des limites, effectivement, c'est peut-être ça que tu veux dire. Effectivement, le but, c'est ça, c'est réussir à montrer qu'on peut construire des familles libres de cardinal aussi grands que possible. Et ça se fait en prenant, je vous dis, regardez l'exponentielle moins nx pour n appartenant à n, ça fait un exemple. Et une façon la plus facile de voir, c'est effectivement de regarder les limites, par exemple, du quotient par exponentielle le plus petit. Enfin, bref, donc on a déjà fait ce genre Monsieur. Oui. L'ensemble des polynômes, ouais. Ça rentre dans cet espace vectoriel-là? Alors, si tu prends tous les polynômes, c'est de dimension infinie. Donc c'est pour ça que les exemples... Et c'est bien continu sur 0,1 du coup? Ouais, donc ça contient Rn. On pourrait aussi démontrer ça, effectivement. On pourrait dire que ça contient Rn, et Rn est différent. Ok. Si c'est ce que tu voulais dire, ça marche. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que tu aurais la famille infinie, un peu comme ce que je disais avec mes exponentielles, mais la famille infinie des x puissance n. Ouais. Ça aussi qu'elle est libre pour tout n. Ok. D'accord. Alors, du coup, ces machins-là, quand même, s'ils ont une dimension infinie, on peut généraliser un produit scalaire dessus, comme on l'a vu. Et donc, ce que font souvent les élèves de classe prépa plus classiques, c'est qu'ils font ça, et ils appellent ça des espaces pré-hilbertiens. C'est un joli nom, je vais donner. Donc, c'est un espace vectoriel quelconque, muni d'un produit scalaire. Et on dit, alors là, je vous le dis, mais c'était juste pour la culture, mais pré-hilbertien, on dit ça parce qu'il manque un truc pour être hilbertien, en fait, on dit Hilbert. Et donc, ce qu'on dit, c'est que pour qu'un espace pré-hilbertien soit de Hilbert, c'est qu'il doit être de Banach. C'est vraiment histoire de faire du vocabulaire qui sert à rien. Et de Banach, pour ceux que ça intéresse, ça veut dire complet. Et complet, ça veut dire que les suites qui devraient converger convergent. Bon, c'est vraiment histoire de faire de la culture mathématique pour de la culture mathématique. D'un point de vue purement égoïste, Hilbert est à mon avis le plus grand mathématicien qu'il ait jamais eu, donc ça me permet de le caser. Enfin bon, il y a Hugo, c'est ça. Donc voilà, donc je vais passer là-dessus. A priori, ça, vous n'en avez pas besoin. Si vous n'avez pas noté ça, c'est pas très grave. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est la définition qu'elle a. D'accord? Alors, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire là-dedans. Donc, on peut généraliser d'autres choses. Une fois qu'on a défini un produit scalaire, on peut généraliser la norme d'un vecteur. Pour ça, on continue de généraliser en copiant bêtement les définitions qu'on avait dans le plan, dans l'espace, etc. Donc ici, la norme d'un vecteur, ça va être défini comme ça. On fait comme on fait dans le plan, par exemple. On dit que la norme du vecteur x, ça va être la racine carrée du produit scalaire de x avec x. Tout simplement.
Donc, on a déjà des premières propriétés qui découlent de cette définition-là. Si vous faites la racine carrée de x avec x, bah déjà, si vous avez le droit de faire la racine carrée, c'est positif. Et c'est le cas, parce qu'on avait positivité du produit scalaire. Et puis, vous faites la racine carrée, ça reste positif. Donc, première propriété, au moins la norme, telle qu'on l'a définie là, même si le produit scalaire est tordu, compliqué, ça reste quelque chose de toujours positif. Deuxième chose, comme on a vu que le produit scalaire était défini, on va avoir que la norme d'un vecteur est nulle si et seulement si ce vecteur est nul. Donc là, vecteur nul au sens vecteur d'un espace vectoriel, ça peut être une fonction polynomiale dont on saura qu'elle est nulle si sa norme est nulle. Ce qui est beaucoup plus fort parce qu'une fonction polynomiale est nulle si et seulement si elle est vraiment nulle partout. C'est pas juste montrer que c'est nul en un point. Et enfin, donc là c'est vraiment une conséquence directe de ce qu'on a vu sur la définition. Si vous faites la norme de lambda x, vous trouvez la valeur absolue de lambda fois la norme de x. D'où ça vient ça? Si vous faites la formule qui est ici, quand vous faites la norme de lambda x, vous allez avoir sur la première partie un lambda qui va arriver là et un lambda qui va arriver ici aussi, puisque vous faites le produit scalaire de x par x, ça va faire lambda x par lambda x. Et par linéarité à gauche et à droite, il y a un lambda qui sort devant, mais il y a aussi un lambda qui sort à partir du deuxième terme. Vous avez deux lambdas qui sortent, ce qui fait un lambda carré. Et après, racine carrée de lambda carré, ça vous fait la partie ici qui est la valeur. Donc c'est ça qui donne cette propriété. Donc si vous multipliez un vecteur par moins 2, sa norme est multipliée par 2. Voilà, très étonnant. Mais voilà, donc c'est ces choses qu'on connaissait bien dans le plan, dans l'espace. Elles marchent encore avec cette définition d'une norme à partir d'un produit scalaire. Ça, c'est vraiment les premières propriétés. Au moins, ça montre que notre intuition n'est pas totalement remise en cause par la définition qu'on a. Je peux passer. Ouais. Donc, un exemple, toujours pour le cas du produit scalaire canonique. Si j'applique la définition, je sais que la norme d'un vecteur grand X dont les coordonnées sont x1 jusqu'à xn, ça fait racine carrée de la somme des x carrés. Donc, c'est compliqué là. Donc si par exemple je regarde ce qui est égal à 1, moins 2, 2, moins 1, moins 5, bah, si je fais la norme, ça va faire racine carrée de 1 au carré, plus moins 2 au carré, plus 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré. Donc ce que j'ai écrit ici là. Et quand on calcule tout ça, ben, on se retrouve avec racine carrée de, en espérant que vous fait tous les calculs, 12. Bon, c'est vraiment un calcul tout simple. Mais pas trop pire. Je laisse, mais c'est peut-être pas la peine. Le calcul est simple, je pense. On peut le faire. Donc, ce qui est important à noter là-dedans, c'est ça. Puisque celle-ci, on l'utilisera souvent. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, un exemple avec des polynômes. Donc là, c'est déjà, ça change un petit peu. Donc cette fois-ci, grand E, ça va être les polynômes qui vont être de degré jusqu'à 2. Donc maximum 2. Dans ce cas-là, on peut définir un produit scalaire qui va ressembler au produit scalaire de tout à l'heure. On définit le produit scalaire du polynôme P de x avec le polynôme Q de x comme étant l'intégrale de P de t fois Q de t de 0 à 1. Le 0 à 1, il ne change rien. J'aurais pu faire de moins 10 à 5, ça ne changerait rien du tout. Donc là, comme j'ai fait pour les fonctions continues, puisque les polynômes sont aussi des fonctions continues, toutes les propriétés que j'ai démontrées tout à l'heure, elles sont encore valables exactement pareil, donc rien n'a changé. Et dans ce cas-là, on montre que c'est un produit scalaire, comme j'ai dit, et on peut regarder ce qui est le caractère défini. Là, quand même, je vous fais la démonstration parce que c'est une démonstration super classique. Il faut savoir la refaire texto. Ça ressemble à ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez une fonction polynomiale dont le carré, si vous faites l'intégrale de 0 à 1 du carré qui est égal à 0, alors comme c'est une fonction continue, elle doit être nulle, comme on a vu. Donc ça, c'est par théorème. Hein. Si vous avez l'intégrale d'une fonction continue positive qui fait 0, alors ça veut dire que vous avez forcément la fonction qui est nulle. Voilà. Et après, ce qu'il faut toujours dire, c'est ça. Comme P est égal à 0 pour tout t appartenant à 0 à 1, ça veut dire qu'il a une infinité de racines. Et s'il a une infinité de racines, c'est qu'il est nul. Donc c'est un passage un peu... on a l'impression que c'est artificiel. C'est attendu.
On attend de vous que vous sachiez détailler ça comme ça. Parce que il faut savoir détailler pourquoi une fonction polynomiale qui serait nulle sur un intervalle serait la fonction polynomiale nulle. C'est relativement évident. Mais la meilleure façon de le justifier, c'est ça. C'est de dire qu'il y a une infinité de racines, donc le seul polynôme qui a une infinité de racines, c'est le polynomial. Donc ça montre qu'on a défini un produit scalaire avec cette formule ici sur les polynômes de V inférieur à N. C'est bon pour ça, je peux passer? Non. Une minute. Non. Prenez le temps, effectivement, le dernier paragraphe, il faut le noter. Donc là, ce que j'ai fait, ça marcherait avec n'importe quel degré, puisque j'ai jamais utilisé le degré là-dedans. Et ce que je disais aussi, n'importe quel intervalle. Que ce soit 0, 1, je ne l'ai jamais utilisé là-dedans. Parce que ici, l'important, c'est qu'il y ait un intervalle, quel qu'il soit, qui ait une infinité d'éléments. Infinité d'éléments, on a toujours dans un intervalle qui n'est pas réduit à 1 point. Et en parlant d'un point, j'ai mis 2 points. C'est bon? Non. Non. D'accord. C'est bon? Non. Les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, pour moi, c'est bon. C'est bon pour moi. Pareil pour moi. Ouais, la même. Ok. Bon. Donc une fois qu'on a ça, j'ai dû faire ça, voilà. Donc c'est un exemple de norme que j'ai calculé après. Donc j'ai pris un polynôme quelconque, vraiment n'importe lequel. 1 plus 6 plus 6 carré, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Comme j'ai défini pour les polynômes de degré maximum 2, c'est enlevé le maximum de degré 2, j'ai pris degré 2. Donc si on calcule la norme, on sait qu'on calcule normalement le produit scalaire de P de x par P de x. Pour simplifier, j'ai mis un carré pour éviter d'avoir la racine carrée partout avec une balade. Donc ça fait l'intégrale de 0 à 1 du polynôme fois le polynôme. Donc ça me fait 1 plus t au carré, le tout au carré. J'ai développé le 1 plus t carré, le tout au carré, ça fait ça. Donc ça fait l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus 2t plus 2t carré plus 2t au cube plus t puissance 4. On calcule l'intégrale. Ça fait 1 plus 1 plus 2 tiers plus 1 demi plus 1 cinquième. Ça fait une superfraction, donc ça fait 101 sur 2. Encore si j'ai pas fait d'erreur. Et donc ce calcul-là, ça m'a donné la norme au carré. Donc si je veux calculer vraiment la norme, il faut que je mette la racine carrée à la fin. Donc ça me fait que la norme est égale à la racine carrée de 101 centimes. Ces deux intégrales-là, c'est simple. Donc, au passage, pour cet après-midi, il faudra faire des intégrales beaucoup plus compliquées. Ça fera un échauffement. Vous l'avez vu si vous avez fait le deuxième exercice du DM, mais ce sera encore pire cet après-midi. Quoi? Donc c'est bon pour ça? Bon, globalement, le détail du calcul n'est pas énorme. Peut-être qu'il faut savoir développer déjà ce truc-là. Après, pour le reste, c'est pas très compliqué. Bon. Donc, ça c'était un exemple de calcul de norme, donc juste pour vous montrer ce que ça donne sur un polynôme. Alors, on passe maintenant à du plus sérieux. Le théorème de Cauchy-Schwarz, c'est un grand classique. Donc c'est le premier résultat finalement qu'on a quasiment. Ce que j'ai montré avant, c'était juste une petite proposition pour les propriétés linéaires. Donc si vous prenez un espace euclidien avec un produit scalaire, si je note la norme associée comme par avant, là, 2 barres. Alors on a une inégalité, tout ça. Si vous prenez x et y qui sont deux vecteurs de grand E, vous allez avoir ça. Vous allez avoir une majoration de la valeur absolue du produit scalaire de x par y.
par la norme de x fois la norme de y. Donc, une inégalité. Et en plus, on a une petite précision, on sait qu'on a égalité si et seulement si les deux vecteurs qui sont là, x et y, sont collinéaires. Donc c'est une inégalité qui vous paraît sans doute évidente pour ce qui est de R2 et de R3 par exemple. Mais là on généralise, ce sera vrai pour vraiment n'importe quel espace euclidien, n'importe quel. On verra dans certains exercices que si vous appliquez ça sur des matrices, sur des polynômes, ça vous donne des résultats qui sont vraiment pas évidents. Mine de rien, ça a pas mal d'applications, ce truc-là. Donc, je l'ai mis en dessous. Dans le cas du produit scalaire visuel, pardon, R2, vous savez que le produit scalaire, on l'avait défini comme norme de x, norme de y fois le cosinus de l'angle, essentiellement. Donc l'inégalité, en tout cas, elle est assez claire, puisque ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on majore la valeur absolue du cosinus par 1. Donc, au moins dans R2, c'est une inégalité qui est intuitive. Ce qui est contre-intuitif, c'est que dans le cas général, en fait, elle n'est pas évidente. On va voir la démonstration après. Et il y a quand même des choses à faire. Mais pour le cas de R2, c'était assez évident. D'accord, c'est bon pour ça. Donc Cauchy-Schwarz, vous pouvez en parler avec les autres, c'est un théorème connu. Ça sert assez régulièrement. Donc, si on passe maintenant, donc ce que je vais faire là, c'est la démonstration. Donc c'est un grand classique, je disais. Ça, normalement, ça devrait être une question de fond en colle. Ça sera pas absolu. Alors, hop, démonstration. Donc c'est une démonstration ultra classique qui a un espace central ici. Donc première chose à dire, c'est que l'inégalité qu'il y avait auparavant, là, celle qu'on veut démontrer, c'est valeur absolue de x scalaire y plus petit que le produit des deux normes. Donc de chaque côté, on a des choses qui sont positives. Et démontrer une inégalité entre choses positives, ça revient à démontrer l'inégalité avec des carrés. Donc ça veut dire que ici, j'ai le droit de dire que je vais démontrer juste cette inégalité-là. Je vais prendre le produit scalaire, je vais le mettre au carré, et il faut que je démontre que c'est plus petit que la norme de x au carré fois la norme de y au carré. Là, c'est un petit peu astucieux, la démonstration elle commence comme ça. Il faut remplacer, on va regarder ce que c'est tout ça, sauf qu'on va plutôt commencer par regarder une expression. Je ne sais pas trop d'où ça sort. Mais on regarde la norme au carré de tx plus y. Comme c'est la norme au carré, on a vu tout à l'heure, ça veut dire que c'est le produit scalaire de tx plus y par tx plus y, par définition. Donc c'est égal à ça. J'ai juste réécrit la définition de la norme. La norme, c'est le produit scalaire de x par x. Donc là, comme c'est tx plus y qui est à l'intérieur, je retrouve deux fois tx plus y. Et comme la norme est au carré, j'ai pas besoin de mettre la racine carrée en plus. Ça sert à ça de mettre des carrés, là, ça évite d'avoir des racines carrées qui se baladent. Donc là, après ça, je peux le développer. Je vais avoir un t carré qui va sortir, puisque là, j'applique la linéarité à gauche et à droite dans cette expression ici. Donc j'ai un t ici qui sort, et un t ici qui sort, ça fait du t au carré. Et ça, c'était par rapport au produit scalaire de x ici, de x ici. Donc ça me fait le produit scalaire de x par x qui est par la face du t carré. Puis après, je développe les autres termes. J'ai txy, txy. J'ai aussi ytx, mais ça, par symétrie du produit scalaire, j'ai le droit d'inverser et de dire que c'est le produit scalaire de x par y. C'est pour ça que j'ai deux fois t scalaire, produit scalaire de x par y. Et en développant le dernier terme, là, j'ai y scalaire y. Donc ça fait y scalaire y. Donc là, on a tout développé à partir de ce truc-là. Et on traduit. Le produit scalaire de x par x, on a vu que c'était égal à la norme de x au carré. Le produit scalaire, j'ai rien changé pour le deuxième terme. Et pour le troisième terme, on a le produit scalaire de y par y. Et ça, on a vu qu'on avait défini ça comme étant la norme de y au carré. Là, j'ai juste réécrit la même chose. Mais ce qu'on voit apparaître en tout cas, c'est qu'on a un polynôme de degré 2 en t. Parce que là, j'ai t carré, là, j'ai t. Et le reste, c'est pas dt. Donc j'ai un polynôme de degré 2. Et on va pouvoir appliquer les choses classiques sur les polynômes de degré 2 qu'on connaît. Donc ici, première chose qu'on peut remarquer, ça c'est une norme au carré, donc c'est positif. Donc ça veut dire que mon polynôme
ici qui est degré 2 en t, il sera toujours positif. Puisque ça c'est toujours positif pour n'importe quelle valeur de t. Ce polynôme est toujours positif. Or, on va pouvoir en déduire des choses. Un polynôme qui est toujours positif, ça veut dire qu'il s'annule au maximum une fois. Il ne peut pas s'annuler 2 fois, sinon ça veut dire qu'il va couper l'axe des abscisses, et en coupant l'axe des abscisses, il va devenir négatif. Donc, je ne sais pas si je peux passer ce diapo. Oui, pardon, donc, maintenant qu'on a ça, on sait que le polynôme ne va s'annuler qu'au maximum une fois. Ça nous apprend des choses sur son discriminant. Donc, on va calculer le discriminant. Le discriminant du polynôme en t qu'il y avait sur la page précédente, là. Si vous l'écrivez, vous pouvez regarder, ça fait ça. Donc c'est la formule classique. Hein. Le terme qu'il y avait au départ, milieu, c'était 2 fois le produit scalaire. Donc si on met ça au carré, ça fait 4 fois le produit scalaire de x par y au carré. B2, donc ça c'est le B2, ici. Moins 4ac. Le A c'était ça, et le C c'était ça. Donc on se retrouve avec cette formule-là. On a 4 fois le produit scalaire de x, y au carré, moins 4 fois la norme de x au carré, fois la norme de y au carré. Évidemment, je peux mettre le 4 en facteur. Donc ça fait 4 fois le produit scalaire de x, y au carré, moins la norme de x au carré, fois la norme de y au carré. Là, on commence à voir pourquoi on avait pris ce truc-là au départ. C'est que l'expression ici, elle ressemble beaucoup à ce que je veux démontrer. Puisque l'inégalité de Cauchy-Schwarz me dit que normalement, ça c'est plus petit que ça, donc il faut que je démontre que ça c'est négatif. Alors là, on applique le petit raisonnement que j'ai expliqué un petit peu avant. Comme le polynôme est toujours positif, pour n'importe quel t, ça peut s'annuler qu'au maximum une fois. Et si ça s'annule qu'au maximum une fois, ce discriminant, il doit être, c'est pas positif, il doit être négatif. Ici, vous pouvez changer. Pour que, si on ne veut pas qu'il y ait 2 racines, il faut que le discriminant soit négatif. Donc là, c'est pas positif qu'il faut écrire, mais c'est négatif. Et donc, comme c'est négatif, ça nous dit que ça moins ça, c'est petit que 0, ce qui veut dire que ça, c'est petit que ça, ce qui donne une inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc faites attention, positif, c'est pas positif, c'est négatif. Voilà, je peux une petite remarque, mémoriser l'orthographe de Schwarz. On peut avoir l'air bête, mais ça fait jamais très bien de se tromper dans l'écriture de Schwarz. On reverra un petit peu plus tard Schwarz dans le dernier chapitre. Il intervient aussi sur d'autres théorèmes. Mais en particulier, éviter de mettre un T. Des fois, on a envie de mettre un T avant le Z. Il se trouve qu'il y a un autre mathématicien qui s'appelle Schwarz avec un T. Pour éviter de confondre et de faire de vexer les gens. Il faut l'écrire comme il faut. Donc, si je continue après, il reste le cas d'égalité à voir, puisqu'on a vu dans le théorème que j'ai donné tout à l'heure. Il y a un cas d'égalité qui dit que pour que ça soit égal à ça, on doit avoir que les deux vecteurs ici, x et y, sont collinéaires. Donc le raisonnement est un petit peu le même, on fait un raisonnement sur le cas d'égalité. Si on a égalité, c'est que ce truc-là est égal à 0. Si ce truc-là est égal à 0, c'est que le discriminant lui-même, delta, est égal à 0. Mais si delta est égal à 0, c'est qu'il existe une racine. On va pas se concentrer sur les formes de seconde nouvelle. La racine, je peux l'appeler t0. Et pour ce t0, j'ai la norme de x t0 plus y qui est égale à 0. Mais on a vu que pour que la norme soit égale à 0, il faut que le vecteur soit nul. Et donc si le vecteur est nul, je vais avoir que x t0 plus y est égal à 0. Mais si ça, c'est vrai, c'est que y est égal à moins t0x. Et quand on a y égale moins t0x, c'est que x et y sont collinéaires. Donc la réciproque, c'est ce qu'on a fait. Enfin non, la réciproque, c'est... Pour l'instant, j'ai démontré donc que si on avait égalité, alors on avait qu'ils étaient collinaires. Sinon, la réciproque, on fait pareil, c'est-à-dire qu'on dit que si ils sont collinaires, là je vais avoir y égale lambda fois x, je vais remplacer là-dedans, ça va me donner une norme égale à 0, donc il y aura une racine, et donc il y aura une valeur pour laquelle ça c'est nul. Et donc ça donnera l'égalité de Cauchy. Voilà, ça fait la preuve totale du théorème. Donc je vous ai dit, c'est vraiment un théorème, un grand classique, et en fait, mine de rien, il est très utile. C'est à connaître, et même la démonstration est vraiment intéressante. Ça vaut le coup de prendre le temps de bien la comprendre et voir comment elle marche. Bon, je laisse finir de copier.
C'est bon? Est-ce que vous voulez bien revenir juste 2 secondes sur la diapositive d'avant, s'il vous plaît? Oui. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, ok, c'est bon. Merci. Sur celle-là, c'est bon pour les autres aussi ou... Oui. Ok. Donc, on va continuer. Donc là, on a une inégalité en fait. Hein. Ce qu'on a là, c'est une inégalité entre deux choses. Enfin, donc on continue avec ça, en fait, on a des conséquences de ce théorème. La première conséquence qu'on connaît déjà un peu, c'est l'inégalité triangulaire. Donc on la connaît bien dans le cas général. Bah, elle se généralise. Hein. Si vous prenez deux vecteurs qui sont éléments d'un espace euclidien avec une norme associée à un produit scalaire, alors vous avez l'inégalité classique, la norme de x plus y est petite, la norme de x plus la norme de y. C'est rassurant, l'intuition est encore vérifiée dans ce cas-là. Et la démonstration, bah, c'est essentiellement juste en développant. Si vous écrivez la norme de x plus y au carré, on l'a vu dans Cauchy-Schwarz, c'est le produit scalaire de x plus y par x plus y. Je redéveloppe tout un peu comme dans Cauchy-Schwarz, on fait tout ça. Que je peux regrouper comme ça. Donc là, vous voyez, c'est vraiment Cauchy-Schwarz, mais en fait avec t égale 1, j'obtiens ça. Et ici, on applique la même chose de l'autre côté. Donc là, ce que j'ai calculé, c'est le carré à gauche, vous voyez. Et je fais la même chose, mais au carré de la partie droite. Donc, si je fais le carré de cette partie-là, je développe et j'obtiens ça. Donc vous voyez que la seule différence en fait entre le carré de ce que j'ai à gauche ici et le carré de ce que j'ai à droite ici, c'est le terme qui est là. Ici j'ai deux produits scalaires de x par y. Ici j'ai deux normes de x, normes de y. Donc la différence se fait en regardant la différence entre ça, et ça c'est Cauchy-Schwarz qui nous dit que c'est négatif quand on fait la différence du premier par le second. Et donc si on a cette inégalité comme ça nous donne une inégalité triangulaire. Donc finalement, le grand classique inégalité triangulaire, c'est une conséquence de Cauchy-Schwarz qui serait également vérifiée dans le cas de R2 ou de R3. Donc je vous disais, hein, c'est rassurant puisqu'on a des inégalités classiques. Alors dans des espaces plus compliqués, des fois il existe des espaces sur lesquels cette inégalité n'est pas vérifiée, et puis il y a des choses un peu plus compliquées. Ou on peut avoir des inégalités plus fortes, ça dépend. Pour nous, sur les espaces euclidiens, heureusement, l'intuition est vérifiée. Il n'y a pas de... Des fois, par exemple, c'est plus petit que le max de x et y, des choses un peu bizarres. C'est bon pour cette diapo? Non. Non. Ok. Donc, ça pourra s'appliquer, y compris avec des polynômes. Donc, la norme de 2, la somme de deux polynômes, c'est la norme du premier polynôme plus la norme du deuxième polynôme. Avec les intégrales que j'avais tout à l'heure, par exemple. Vous me dites quand c'est bon. C'est bon pour moi. Moi aussi. Donc, on continue les généralisations un petit peu. Donc, pour l'instant, on avait produit scalaire, on avait une norme. On peut définir ce que c'est qu'une distance, puisque la distance qu'on avait définie dans R2, par exemple, on l'avait définie à partir de la norme. Oula. Donc on fait pareil. Donc la définition de la distance, c'est simplement la norme de la différence. On va appeler distance entre deux vecteurs x et y. Le réel défini comme ça. Donc, distance entre les deux vecteurs sera égale à la norme de x moins y. Là encore, c'est une généralisation de la formule usuelle qu'on utilise dans R2.
On utilise des fois intuitivement sans l'écrire, mais en fait, c'est ça la distance. Et donc, on a une proposition qui découle un peu comme tout à l'heure, les premiers résultats sur la norme. Là, c'est les premiers résultats qui sont juste des réécritures de ce qu'on a déjà vu auparavant, première définition. Donc là, on sait que la distance de x à y, c'est égal à la distance de y à x, c'est rassurant. Là, pour le coup, il n'y a quand même pas beaucoup d'espace, tout ça, c'est pas vrai. Et puis la dernière chose, c'est que la distance est nulle si et seulement si x est égal à y. Ça, c'est pas toujours vrai. Mais dans notre cas, pour les espaces euclidiens, ce sera toujours vrai. C'est vraiment des résultats qui peuvent être évidents, mais qui en fait seront évidents dans des cadres, eux, un peu plus originaux. En tout cas, ça nous permettra de parler de distance entre des choses. Nous parlons de distance entre polynômes ou de distance entre matrices, si on a envie. On pourra faire des choses comme ça. D'accord. Est-ce que c'est bon? Moi, j'avais une question. Oui. Un espace euclidien, c'est forcément muni du produit scalaire. Ouais. Alors, Par définition. alors du coup, pourquoi est-ce qu'on le reprécise dans chaque définition c'est un espace euclidien qui est muni d'un produit scalaire, s'il est déjà euclidien? Parce que c'est surtout la notation que je redonne à chaque fois. Ok. Là, par exemple, tu vois, dans la définition ici, c'est pour redonner la notation de la norme que j'utilise ici. C'est effectivement un peu redondant. Mais c'est parce que des fois, nous ce sera rarement le cas, qu'on peut regarder un même espace, le munir de plusieurs normes ou plusieurs produits scalaires différents, et regarder ce qui se passe. Par exemple, ces propriétés qui sont vraies sur la norme 1 sont encore vraies sur la norme 2, par exemple. Ok. Des choses comme ça. Alors, sur les espaces euclidiens, en fait, il se trouve que ça marche bien. En général, les normes on dit qu'elles sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles auront les mêmes propriétés. Mais sur des espaces plus compliqués, ça pourrait ne pas être le cas. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on fait un peu ça. Mais effectivement, là, j'en ai plein. J'aurais pu mettre au début du chapitre, je noterai toutes les normes comme ça, tous les produits scalaires comme ça. Ça aurait été peut-être plus correct. Mais c'est bien, on a gagné du temps. Les autres ont fini d'écrire? Oui. Ouais, c'est bon. Du coup, on a encore l'inégalité triangulaire, mais version distante. Là encore, c'est juste un truc ultra intuitif. Mais ce qui peut se généraliser sur des cadres plus compliqués. Alors la preuve, là je ne l'ai pas écrite en détail. L'idée c'est juste de reprendre l'inégalité triangulaire que j'ai donnée tout à l'heure avec les normes. On avait norme de x plus y qui était petite que norme de x plus norme de y. Il y a une petite astuce, on met x moins y à la place du premier et y moins z à la place du deuxième. Vous remplacez partout et ça vous donne ça. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Parce que si vous faites x moins y plus y moins z, les y disparaissent, il reste x moins z. Et donc on récupère ce qui est ici. Et après, la norme de x moins y, ça redonne ça, et la norme de y moins z, ça. Donc c'est vraiment juste une généralisation, il y a de l'adaptation, une petite astuce, mini-astuce, mais c'est bon pour ce théorème? Pas grand-chose. Non, c'est bon. Ok. Ouais, c'est bon, merci. 2 secondes. Tout à l'heure, c'était une seconde. Problème timing. De toute façon, on a le temps. Après, niveau cours, c'est pas. C'est bon. Alors, donc des formules, donc c'est à nouveau des formules un petit peu comme la réalisation de ce qu'on a vu, donc il y en a plusieurs là-dedans. Toujours pour les notations que je rappelle ici. Donc ça, je l'ai déjà utilisé, enfin je l'ai utilisé dans les résultats précédents, c'est bon de la connaître quand même. Ça vient juste du développement du produit scalaire de x plus y. Mais c'est bien de connaître ce résultat-là, éventuellement sans tout refaire à chaque fois. Ça peut être
un petit peu chronophage de réécrire à chaque fois le développement d'un produit scalaire. On a cette égalité. On a une deuxième égalité qui est celle-ci. Si vous faites là en ça fait tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'identité du parallélogramme, qu'on avait déjà vu probablement dans R2, mais ça marche dans le cas général. Si vous faites la norme au carré de la somme plus la norme au carré de la différence, ça fait 2 fois la somme des normes au carré de x et de y. Au carré, le carré qui est ici, il devrait être à l'extérieur. C'est assez clair parce que de toute façon, ça n'existe pas, il y a au carré. Donc il faut sortir le carré de la et puis la dernière, c'est l'égalité de polarisation. Elle est souvent assez utile en fait, parce qu'elle permet de faire un chemin inverse. On a défini la norme avec le produit scalaire. On peut retrouver le produit scalaire avec la norme, puisqu'on voit que si vous reprenez les formules qui sont au-dessus, essentiellement celle-là, ça vient juste de cette formule-là. Cette formule, elle permet de récupérer le produit scalaire à partir des normes qui sont à côté. Et donc vous avez le produit scalaire de x par y qui est égal à 1 demi de la norme de x plus y au carré, moins la norme de x au carré, moins la norme de y. Donc ça permet par exemple de faire tout ce que j'ai fait à l'envers. On pourrait commencer par définir ce que c'est qu'une norme, et des fois on fait ça, dans certains espaces on définit la norme simplement, et avec cette notion-là, la norme elle va vous donner le produit scalaire. Donc, on peut faire ça, dans certains exercices ça pourrait être le cas. On ne vous donne pas le produit scalaire, on vous donne la norme simplement. Et à partir de cette formule de polarisation, vous devez être capable de retrouver le produit scalaire, et donc de faire des calculs éventuellement de produit scalaire, simplement avec la formule qu'on a. Donc, vous pourrez voir, si vous reprenez la formule pour la norme avec le cas du produit scalaire classique, si vous avez piqué ça, vous allez retrouver le produit scalaire classique en appliquant la formule qui est ici. Pour la formule du parallélogramme, elle est quand même un petit peu moins utile. Donc, là, si vous voulez, mais c'est moins central. Alors que les deux autres, elles servent toutes. C'est bon ? Bon, c'est bien, maintenant je sais quel est mon référentiel. C'est bon. Alors, donc, hop. Donc là, je vais passer à la deuxième partie. Je vais faire encore un quart d'heure, je pense, pas plus. J'ai une bonne partie de ce que j'ai tapé. Donc, on va passer à la deuxième partie qui n'apparaît pas. Donc, la deuxième partie, ça va concerner l'orthogonalité. Je vais parler tout à l'heure. Donc, à partir de ce qu'on a fait, on va pouvoir définir plusieurs choses. Donc, il y a deux choses qu'on va définir. Il y a l'unitarité. Donc, si vous prenez un espace euclidien E, pour être une notation, on va dire qu'il est unitaire si sa norme est égale à 1. Et on va dire que deux vecteurs x et y sont orthogonaux si le produit scalaire du premier par le deuxième est égal. C'est vraiment juste généraliser simplement ce qu'on a fait autant. Et on va essayer de généraliser ces notions-là et voir ce que ça donne, ce que ça a comme conséquence. C'est quoi le nom de cette deuxième partie du coup ? Alors, la deuxième partie, là, c'est orthogonalité. C'est bon ? Non. C'est bon ? Non. Donc là, j'ai défini ce que c'est que deux vecteurs orthogonaux. Après, on verra, on peut définir plein de choses orthogonales. Évidemment, comme les droites orthogonales dans le plan, on définir en fait des sous-espaces vectoriels orthogonaux.
Donc un exemple, là je vais juste vérifier qu'un vecteur est unitaire. Si je prends x égale à ça, 1 sur racine de 7 fois 1, 0, 2, moins 1. Donc souvent les vecteurs unitaires ils n'ont pas de trait révolute. Donc il y a souvent un terme un petit peu comme ça devant de façon à ce que ça marche. On peut vérifier qu'il est unitaire, donc c'est juste le même calcul que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je fais la norme au carré, ça fait 1, il ne faut pas oublier de mettre le carré de ce qu'il y a devant, 1 sur 7. Et derrière, je vais avoir ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. Et ça fait 7 sur 7, donc ça fait 1. Donc ce vecteur-là est unitaire. Après, je peux donner des exemples de vecteurs qui sont hors. Si je prends ce vecteur-là, il est orthogonal au vecteur x, par exemple, puisque si vous faites le produit scalaire de ça avec ça, donc le produit scalaire, c'est la généralisation de ce que vous connaissez sur R2, là, donc c'est 0 fois 1, 0 fois 0, etc. Ça fait moins 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait 0. Donc les deux sont orthogonaux. Et celui-ci aussi, j'ai dû prendre un exemple qui marche. 1, moins 2, plus 1. Donc ça fait bien 0. Donc ça, ce sont deux vecteurs qui sont orthogonaux à x. Là, on est vraiment en train de dire que je peux prendre plus de coordonnées si j'ai envie que ce que vous connaissez dans R2 et dans R3. C'est l'exemple-là. Alors, un bon vieux théorème, le théorème de Pythagore. Si on prend un espace euclidien. Oui. Ouais. Donc le théorème de Pythagore disait, c'est le classique. Il vous dit que si vous avez deux vecteurs orthogonaux, alors la norme de x plus y au carré, c'est égal à la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Et il vous dit que c'est une équivalence. Si vous avez ça, alors les deux vecteurs sont orthogonaux. C'est vraiment juste la traduction du théorème de Pythagore habituel dans ce cadre-là. Pour la démonstration, si vous vous rappelez des formules que j'ai données tout à l'heure, durant les formules avant la formule de polarité, j'avais écrit celle-ci, la première des trois formules. Or ici, on a le produit scalaire de x avec y. Donc si ils sont orthogonaux, ça c'est égal à 0. Et donc on va bien avoir l'égalité du terme de Pythagore ici. Et réciproquement, si jamais j'ai le résultat du terme de Pythagore, si jamais j'ai ça, alors en faisant la différence de ça par ça, je vais récupérer deux fois le produit scalaire par y, à cause de la formule qui est en dessous. Et si c'est égal à 0, c'est que le produit scalaire de x par y est égal à 0. Et donc c'est que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc la démonstration, c'est vraiment juste une réinterprétation de la formule qui est ici, sans plus. Et ça vous démontre directement en fait, on a l'équivalence ici. C'est pas très compliqué. Simplement, maintenant on pourra l'appliquer à des choses plus compliquées que des vecteurs pour l'appliquer avec des polynômes. C'est bon? On peut définir des sous-espaces vectoriels orthogonaux, comme je disais. Donc, si vous prenez f et g, deux sous-espaces vectoriels dans l'espace euclidien, on va dire qu'ils sont orthogonaux si on a ça. C'est-à-dire qu'on demande que pour n'importe quel vecteur dans x de f, n'importe quel vecteur y de g, le produit scalaire de x par y soit égal à 0. Donc là, c'est bien 0, 0, puisque c'est un réel, puisque soit égal au nombre 0. Un exemple, si vous reprenez les x, y, z que j'avais définis tout à l'heure dans R5, puisque j'ai dit que x, y et z étaient orthogonaux, en fait j'avais y orthogonal à x et z orthogonal à y. Alors si je prends n'importe quel lambda 1, lambda 2, lambda 3 en réel, je vais avoir ça. Le produit scalaire de lambda 1 par x avec lambda 2 par y plus lambda 3 par z en développant par bilinéarité, ça me donne ça ici. Or, on a vu que x scalaire y ça fait 0, on a vu que x scalaire z c'est 0. Donc tout ça, ça fait 0. Donc j'ai bien vérifié la définition. Je peux prendre n'importe quel élément de vect de x
un élément de vecteur de x, c'est ça. Multiple de x. N'importe quel élément de vecteur de y, z, un truc comme ça. Un multiple de y plus un multiple de z. Et donc si je fais le produit scalaire de chacun de ces éléments, ça fait 0. Donc ça vérifie cette définition. Donc, ça en fait, c'est une droite. Et ça, c'est un plan. Finalement, on a un plan dans R5 qui est orthogonal à une droite. Donc, voilà, ça se démontre comme ça. Il faut vraiment prendre n'importe quel vecteur quelconque et vérifier que ça marche quand on fait le produit scalaire avec n'importe quel vecteur quelconque de l'autre espace vecteur. Bon. Non. C'est bon pour moi. C'est bon, c'est utile. Merci. Donc, on généralise encore. Donc là, j'avais généralisé pour les espaces vectoriels. On peut définir ce que c'est pour des familles. Donc, si je prends une famille de vecteurs, donc f, x1, xn des vecteurs de multiplication générale, on peut dire que f est orthogonal. Dans ce cas-là, c'est à condition que pour n'importe quel i et j, donc je prends deux vecteurs quelconques dans la famille, xi et xj doivent être orthogonaux. Donc, j'ai le droit de prendre 10 vecteurs, mais il faut que quand je prends un couple de deux vecteurs parmi ces 10 vecteurs, ils soient orthogonaux, donc ça veut dire que leur produit scalaire doit être égal à 0. Et on a une définition de famille orthonormale. Donc ça, ce sont deux termes très très importants, ça arrive très souvent. Orthonormale, on rajoute une condition. En fait. On dit qu'elle est orthogonale, on demande qu'elle est orthogonale, et on demande qu'en plus les xi soient unitaires. Donc, il faut que la norme de chacun des x1 jusqu'à xn soit égale à 1. Si vous avez tout ça, alors la famille est orthonormale. Là encore, on généralise la réputation R2, 3. Et un exemple rassurant, si vous prenez le produit scalaire canonique, la base canonique, elle est orthonormale. On peut faire un exemple simple. Ça se voit assez bien. Si vous prenez un vecteur de la base canonique, c'est un vecteur avec des zéros partout et un 1 quelque part. Comme les 1 ne sont pas au même endroit quand vous faites le produit scalaire, ça fait toujours 0, avec deux vecteurs différents. Et si vous prenez deux fois le même vecteur, quand vous faites le produit scalaire, vous avez juste 1 fois 1, ce qui fait 1. Et donc on a bien la norme qui est égale à 1 pour le vecteur. Donc l'exemple dont on a envie que ce soit un exemple, c'est simple. Après on verra qu'on peut faire des bases orthonormales, des choses comme ça, pour des espèces de polynômes aussi. Ça va être un petit peu plus compliqué, plus intéressant. Passer 2 secondes. C'est bon pour moi. Donc, proposition, donc si je prends une base orthonormée, donc là c'est une base, ce que j'ai fait auparavant, je suppose en plus que c'est une famille libre et génératrice. Orthonormée, donc ça veut dire que on a chacun des produits scalaires entre deux éléments qui est égal, et la norme de chacun des éléments qui est dessous. Alors ces bases-là, elles sont pratiques, puisque si on fait un produit scalaire de n'importe quel élément x que j'ai pris dans E, les quelconques, avec chacun des vecteurs EI, donc je fais le produit scalaire avec le premier, le produit scalaire avec le deuxième, etc. Alors les résultats qu'on obtient là, les lambda i, ils vérifient ça. C'est-à-dire que vous retrouvez x en faisant la somme des lambda i fois les e. Donc ça, je vais le mettre après, ça se traduit.
Ça veut juste dire que les lambda qu'on a obtenus en faisant nos produits scalaires, là, c'est ce qu'on appelait auparavant les coordonnées de x dans la base E1, E2. Donc ça, c'est pratique, puisque normalement, quand on faisait des calculs avec des espaces vectoriels quelconques, pour déterminer les coordonnées, il fallait résoudre des systèmes. Pour déterminer les coordonnées dans la base, là, il fallait déterminer tous les lambda qui vérifiaient cette relation-là, et les lambda qui vérifient cette relation-là, ils vérifient en fait un système linéaire. Et donc ce système linéaire, il fallait le résoudre. Là, il n'y a pas besoin de le résoudre. C'est juste un calcul de plusieurs produits scalaires systématiques. Comme ça. Donc ça, mine de rien, ça peut gagner comme base. Je vais finir en faisant la démonstration de ce résultat. C'est bon pour le résultat? Non. C'est bon. Donc, je vais finir en faisant la démonstration. Est-ce que je disais? Donc, les coordonnées, elles sont uniques. Ça, on l'a vu dans les chapitres sur l'algèbre linéaire. Si elles existent, il n'y en a qu'un ensemble qui marche. Et si on a x qui est égal à ça, donc là, je suppose que les mu i que j'ai écrits ici là, sont les vraies coordonnées du vecteur x. Alors, quand je prends un i quelconque, donc là, je l'appelle i0, et que je fais le calcul qui était indiqué précédemment dans le résultat, ça, je fais le x par le ei0. Alors ça veut dire que je fais le produit scalaire de ça par ei0. Et après on utilise la linéarité à gauche. Donc la somme ici avec le produit scalaire, j'ai le droit d'en sortir déjà je peux commencer par sortir la somme. Donc ça va faire la somme des produits scalaires des mu i et i par ei0. Et comme c'est linéaire à gauche, je peux aussi sortir les mu. Donc ça va faire ça. J'obtiens la somme des mu i fois le produit scalaire de i par ei0. Et maintenant, il faut que je calcule ça. Or, comme la base est orthonormale, ici, je sais que ça, c'est égal soit à 0 si i est différent de i0, soit à 1 si i égale i0. Donc ça va se simplifier. Il ne reste qu'un terme. Tous les autres termes ont disparu, puisque à chaque fois que l'indice i n'était pas égal à l'indice i0, ça faisait 0, puisque les deux vecteurs sont orthogonaux. Et le dernier résultat qui me reste, parmi tous ceux qui sont non orthogonaux, il n'y a que le qui reste. Et le produit scalaire de i0 par rho, c'est la norme de i0 carré, donc ça fait 1, puisque la base est orthonormale. C'est-à-dire que la norme de chacun des vecteurs est égale. Donc je récupère mu i0. Donc le produit scalaire ici m'a redonné le mu i que j'avais ici au départ. Ça montre que les coordonnées lambda i, c'est la même chose que les mu i. Et donc ça montre bien que j'ai récupéré les coordonnées de x dans la base en faisant mes produits scalaires. Comme je vous disais, ça c'est souvent en pratique quand même. C'est pour ça qu'on aime bien avoir des bases orthonormales. Parce que c'est très facile de récupérer la coordonnée sur un vecteur, même si on ne cherche que sur un vecteur. Il suffit de faire un produit scalaire comme ça. Et je vais là, je pense. De toute façon, j'ai plus grand chose à vous montrer, mais on va faire place pour demain. Donc je vais finir de copier ça. De toute façon, après, je vous laisserai vous reposer pour récupérer en anglais. Si vous avez des questions, ou même des questions sur autre chose. Est-ce que cette propriété elle est aussi valable pour les espaces vectoriels classiques qu'on a vus précédemment? Si tu les munis d'un produit scalaire, oui, mais il faut que tu aies un produit scalaire. Ah ok. Là, tout ce que je fais, c'est nécessaire d'avoir un produit scalaire. Donc je ne sais pas à quel espace tu pensais, mais tous les espaces qu'on a vus, on peut les mettre dans l'espace d'un produit scalaire, essentiellement. Après, le truc important, c'est qu'il faut quand même que ta base que tu choisisses là, elle soit orthonormale pour ton produit scalaire. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, mais là ça commence du coup à pas être super valable, tu peux définir exprès un produit scalaire qui rende ta base orthonormale pour faire ce calcul. Pas le droit. Après, là, est-ce que c'est vraiment plus valable que faire un produit scalaire, un système? Il faut doser les efforts par rapport au gain. Mais tu as nécessité d'avoir un produit scalaire quand même et d'avoir une base orthonormale. Il y a quand même pas mal de prérequis pour appliquer ça.
D'autres questions? Non, pas spécialement. Bah, je laisse ça, de toute façon, ceux qui n'ont pas fini de copier, vous pouvez finir de copier. Moi, j'ai une question, monsieur. Ouais, je t'écoute. On aura quelque chose de remplacement du DS samedi ou pas du tout? Je sais pas encore. Parce que, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet, donc il y aura un sujet à faire. Ouais. Peut-être que je ferai comme en SI, c'est-à-dire vous faites sur le week-end, vous organisez comme vous voulez. Si vous voulez me rendre quelque chose, je le corrigerai. Mais pour l'instant, ça reste sous cette forme. Ok. Et le sujet, a priori, enfin, j'ai pas encore totalement décidé, mais ce sera un sujet de concours. Ok, d'accord, merci. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous pouvez revenir à la toute première diapo ou la deuxième? S'il vous plaît. Oui, la toute première. L'une des premières. La toute première.